notre proche collaborateur, Patrick Charland. Je vais vous dire quelques mots sur Patrick. Il est le directeur du département de didactique et co-directeur du Neurolab à l'UQAM, un laboratoire similaire, mais avec un contexte différent. Ses intérêts de recherche sont reliés à l'enseignement, l'apprentissage des sciences et de la technologie. Donc, ils utilisent des méthodes qui sont proches des méthodes qu'on a vues tout à l'heure, et il est un spécialiste de la synchronisation de ces méthodes-là. Patrick, merci. Ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup. Donc, je suis très content, très honoré, en fait, de présenter après le Dr Pope. Normalement, c'est assez complexe pour moi d'expliquer certaines des mesures, notamment l'indice d'engagement qui des fois semble sortir un peu d'une boîte comme ça, magique, où on est capable de collecter des données cérébrales. Donc, quelle introduction extraordinaire pour moi que d'avoir eu M. Pope avant moi et de pouvoir ainsi mieux expliquer et comprendre ce qu'on fait. Merci. Donc, ma présentation d'aujourd'hui part un peu du même contexte qui a été évoqué dans l'introduction par Pierre Majoric et Sylvain, où on discute autour de la boîte noire. Et on va aller un peu dans le monde de l'éducation pour faire un parallèle avec le monde du UX et le design d'interface ou de jeux vidéo. Pour nous, en sciences de l'éducation, les travaux de recherche, je dirais, traditionnels, qui font peut-être 80-90% même des travaux, sont orientés un peu sur des tests d'usabilité. Hein? On demande à des élèves de venir qualifier, après l'expérience ou des fois pendant, quelle était leur expérience d'apprentissage. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était intéressant? On a accès à certaines données, comme leur connaissance avant, par exemple un traitement pédagogique, leur connaissance après, et on tente de voir si le nouveau traitement pédagogique qu'on veut tester a été efficace. Mais ces données-là sont extrêmement limitées parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Très rares sont les chercheurs qui vont collecter des données pendant le test et pendant la recherche. Et lorsqu'on le fait, on se trouve à briser un peu le rythme. Dr Naki parlait du flow. On se trouve à briser un peu le rythme d'apprentissage. Et le simple fait de poser des questions pendant l'apprentissage fait en sorte que notre étude est relativement authentique. Il y a une série de tendances internationales partout dans le monde. Je parlerai ici de l'approche par compétences, par exemple, qui sont implantées un peu partout dans le monde et qui, sans avoir aucune base empirique, font partie des modes pédagogiques qui sont utilisés au Québec, en Europe, en Afrique de l'Ouest, mais pour lesquels on a très, très peu de données réelles qui permettent de dire que cette méthode-là, elle est plus efficace qu'une autre. Et pour cette raison-là, moi, comme chercheur en éducation, j'ai été récemment amené à travailler dans la collecte d'un autre type de données que les mesures auto-rapportées ou des données de questionnaires auto-rapportés, de manière à tenter de mieux comprendre l'apprentissage. On veut un peu, comme on l'évoquait tantôt, tenter de collecter des données dans la boîte noire pendant que la personne est en train de résoudre des problèmes. Je m'intéresse surtout à l'apprentissage de la physique, des fois dans des contextes plus gamifiés ou d'autres fois dans des contextes beaucoup plus formels, comme la résolution de problèmes de physique mécanique, par exemple. Mais l'idée ou je dirais le postulat de base est l'intérêt de collecter différentes données cognitives, émotives et comportementales pour mieux comprendre l'apprentissage. Cette idée de compétence aussi, une compétence qui est définie comme l'idée de savoir agir en contexte. Hein? Donc, cette idée de pouvoir qualifier la compétence de quelqu'un et non pas essentiellement orientée autour du fait que la personne connaît quelques connaissances de base, mais l'idée d'aller voir, pendant qu'il résout la tâche, si cette personne-là est compétente, si elle est efficace dans l'action. Et les données neurophysiologiques permettent notamment, je dirais, de qualifier la compétence d'apprenant et de mieux comprendre, en tout cas du côté de la recherche, comment les élèves apprennent, qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficulté, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. L'idée de jeu vidéo, puis ça me fait penser à une expérience qui a été menée, je dirais, dans l'âge de pierre de Slabosky, au tout début de notre expérience, où on avait collecté des données neurophysiologiques, puis on tentait de comprendre l'histoire de ce qui se passait. Par exemple, Pierre Majoric avait acheté une toute nouvelle montre qui collectait des données d'activité électrodermale, avait écouté un épisode je crois que c'était la dernière de la série Dexter. Et quand on regardait finalement les données neurophysiologiques, tout ce qu'on voyait, c'était un pic et ensuite une espèce de descente.
Hein? Alors qu'il a trouvé très, très intéressante l'épisode, et c'était vraiment intéressant, il était content, mais les données physiologiques en soi, puis je commence tout de suite avec cette idée qu'il faut faire attention sur ce qu'on fait, cette idée qu'évoquait Dr. Naki sur l'aspect subjectif qu'on devra toujours ajouter à cela, et l'idée d'aller créer une richesse à la fois dans les données auto-rapportées, mais aussi dans les données qu'on va collecter. Une autre expérience qui avait été faite, je crois que c'était ici, où on regardait une partie du Canadien, on mesurait l'activité électrodermale, il n'y a eu qu'un seul but, un petit pic en 120 minutes. Et si on regarde d'une manière, je dirais, plus distante, bien, on se rend compte que finalement, la partie était plutôt ennuyante, alors que les Canadiens ont gagné 1-0 et tout le monde est extrêmement heureux en sortant du lab. Hein, donc, cette idée de faire attention sur ce qu'on collecte et de tenter de bien comprendre ce qui en est. Donc, je vais évidemment présenter et diviser ma présentation sur les 3 aspects qui sont un peu au centre de ce concept d'engagement qui a été résumé au milieu des années 2000 par Fredericks Blumenfeld in Paris sur l'idée d'un engagement qui est comportemental, cognitif et émotif. Peut-être pour commencer par des appareils ou par cette idée de comprendre le comportement d'individus. Pour nous, l'oculométrie en sciences d'éducation est extrêmement utile. Utile parce qu'on peut regarder où regardent les élèves, où est-ce qu'ils tombent dans les pièges des choix de réponse qu'on va leur donner. Et je pense que pour des designers, des gens qui s'intéressent à faire des tests de UX, je pense que cette oculométrie, elle est extrêmement intéressante et probablement beaucoup plus riche qu'un simple vidéo ou qu'une observation, je dirais, a posteriori. Elle est intéressante aussi parce que comparativement à d'autres méthodes qui sont beaucoup plus complexes, comme la collecte de données cérébrales, à mon sens, tout le monde peut, en un training relativement simple, collecter, analyser et prendre des décisions à partir de ce genre de données, donc ce qui peut être intéressant. Des métriques qui sont utiles pour nous, puis il y a moyen de se perdre en oculométrie, mais il y a quand même un certain nombre de données qui sont intéressantes et qui nous renseignent et qui ajoutent une certaine richesse, si on veut, à l'expérience qui est vécue par chacun des utilisateurs et qui dépasse finalement la réponse à 1 ou 2 ou 3 questions entre chacun des problèmes. Par exemple, l'engagement qui est déterminé par le nombre de fixations dans une certaine zone d'intérêt ou par le temps passé sur cette zone-là. Donc, il est possible de prédéterminer des zones, de regarder combien de fois et d'obtenir des métriques presque instantanées sur les endroits qui sont les plus intéressants ou sur des choses qui ont peut-être été ajoutées, qui ont coûté très cher en design pour ajouter, mais qui finalement, on se rend compte qu'ils sont absolument inutile. Dans un de nos projets de recherche, on avait un endroit où les élèves pouvaient aller cliquer pour aller chercher du feedback, puis on se rendait compte que finalement, personne ne consultait cet aspect-là, ce qui fait qu'on avait dépensé, je dirais, du temps pour aller donner du feedback et pour aller donner des outils d'aide, mais qui finalement, dans le contexte, était plus ou moins utile. La notion de traitement, donc l'idée de durée de fixation, qui est une métrique qui est directement intégrée dans les logiciels d'oculométrie. La notion de clarté, hein, le fait de par une simple carte du regard, on voit si les personnes vont au bon endroit en premier, donc dans le design d'une page, dans le design d'une application. Si finalement les élèves sont un peu partout, on se rend compte que peut-être que l'application n'est pas claire s'ils doivent chercher évidemment l'information. L'ordre de traitement peut être extrêmement intéressant pour nous. On regarde dans quelle mesure est-ce que les élèves vont s'intéresser à la question, ensuite aux graphiques qu'on va donner et aux réponses. Et dans les nouveaux courants, par exemple en éducation ou en didactique des sciences, on se rend compte qu'on doit contextualiser les apprentissages, puis je vais en reparler un petit peu plus loin, mais dans cette idée de contextualisation, donc de rendre la physique, par exemple, qui est intéressante, on doit ajouter du texte. Or, on se rend compte que les élèves ont, malheureusement, encore au secondaire notamment, qui est le contexte où je m'intéresse, des difficultés en lecture. Et lorsqu'on ajoute du texte, bien, les élèves ils oublient, passent par-dessus, et si on l'a vu en oculométrie, donc oublie un peu cette contextualisation-là, lise plus ou moins les consignes et il est possible de mieux comprendre l'apprentissage de la physique par la simple compréhension de l'ordre des différentes séquences dans un problème où finalement, bien, la séquence du regard et la séquence nous renseigne et nous informe, si on veut, sur l'apprentissage ou sur le résultat d'apprentissage ou sur la performance en résolution de problèmes. La compréhension du nombre de fixations répétées et la charge cognitive qui a été évoquée un petit peu plus loin où par la simple collecte de la dilatation de la pupille, et j'y reviens ensuite, on est capable de nous renseigner et d'être renseigné sur le degré de saturation de la mémoire de traitement des apprenants ou des élèves. On a donc, par exemple, ici des travaux qui ont été réalisés par Hossein et Yassine récemment, où on voit vraiment cette corrélation-là entre des problèmes faciles et difficiles. Plus la pupille elle est dilatée, plus les problèmes sont demandants mentalement, donc cette idée de mental load ou de charge de travail.
On a réalisé des travaux sur cette idée de contextualisation où, je dirais, dans les tendances internationales qui sont à la mode, on prescrit aux développeurs de curriculum, aux gens qui écrivent des livres, de contextualiser des problèmes, des activités, notamment en sciences, en physique notamment. Et nous, on s'est intéressé à aller tenter de voir si effectivement, au niveau de l'apprentissage, le fait de contextualiser ou non des problèmes était intéressant. On a donc réalisé une expérimentation où on contextualisait certains problèmes et d'autres problèmes étaient complètement décontextualisés. Donc, ces problèmes décontextualisés, par exemple, on a quelqu'un qui transporte une brouette et donc, dans un problème contextualisé, on avait quelqu'un avec une vraie brouette avec un humain. Dans un problème décontextualisé, on avait à peu près le même texte, mais on n'avait que des flèches, que des boîtes et des chiffres. Et donc, cette idée de contextualisation. Au niveau des données autodéclarées, les gens nous décrivaient, et si on le sait en littérature, qu'ils trouvaient ça plus intéressant. Quand on regarde, par contre, au niveau des résultats de ces apprentissages-là, on obtient à peu près les mêmes résultats. Mais on veut mieux comprendre ce qu'il y en est et ce qu'il sait. Et donc, il y a un aspect émotif qui est lié à ça. Il y a un aspect cognitif dans cette dimension-là. Et on se rend compte que la charge de travail, que lorsqu'on résout des problèmes décontextualisés, est plus grande, ce qui fait qu'il y a une difficulté supplémentaire à décoder le dessin et décoder le design. Le résultat est le même, mais dans le processus et dans le profil, des données psychophysiologiques nous permettent de mieux comprendre ce qu'il y en est, de mieux comprendre le output ou la performance finale qui est générée. Petit aparté, et on va en parler cet après-midi en oculométrie, mais l'idée où les premiers appareils qui ont été développés en oculométrie étaient essentiellement des gros écrans et qui nous fixaient finalement et qui orientaient presque les designs de recherche des chercheurs dans différents champs sur des applications, je dirais, à l'écran. Si on veut s'intéresser à l'oculométrie, on doit avoir un lieu et un endroit. Donc, l'apparition de ces nouvelles lunettes nous permettent maintenant de tenter de sortir de l'écran et d'aller un peu plus dans la vraie vie. Donc, j'ai ici mon étudiant de doctorat, Hugo, qui travaille dans l'environnement Lego, donc en robotique Mindstorm, et on tente de voir et d'identifier dans quelle mesure est-ce qu'il est pertinent et utile de réellement avoir le robot. Donc, est-ce qu'on pourrait essentiellement avoir les mêmes apprentissages et implanter, je dirais, des développements cognitifs et des apprentissages à partir d'une simulation à l'ordinateur, donc où on fait essentiellement que de se servir du logiciel, et dans quelle mesure est-ce qu'il est utile ou non d'avoir le robot avec nous. Et donc, ces lunettes, par des données comme ça ici, où on voit la personne qui regarde à l'écran, on est capable de générer des cartes de chaleur sur où regardent les gens et dans quelle mesure est-ce que dans quelle mesure la présence du robot à portée de main va enrichir un peu l'apprentissage. Et dans ce cas-ci, l'utilisation des lunettes était essentielle pour nous pour mieux comprendre. Un observateur externe aurait pu regarder, mais il est toujours extrêmement complexe dans un environnement très fermé de déterminer où regardent les gens, dans quelle mesure ils s'en servent ou pas, dans quelle mesure est-ce qu'ils vont essentiellement par le coin d'un regard, et les appareils sont suffisamment précis, regarder sur le robot, regarder le port dans lequel un fil peut être présenté. Donc, ce genre de données temporelles qui sont des données comportementales, qui sont utiles, mais nous permettent, je dirais, d'enrichir notre compréhension, dans ce cas-ci, de l'apprentissage d'un sujet en robotique. Peut-être parler maintenant de la dimension cognitive, cette idée de mesure de l'activité cérébrale qui est présentée, qui est utile. On a ici des casques d'électroencéphalographie, qui est une technologie intéressante, M. Pope en a parlé, qui nous permettent de produire et d'induire des indices d'engagement. Peut-être comprendre un peu, dans une perspective un peu sous-jacente, ce qu'on sait en sciences de l'éducation par rapport aux données cérébrales. On a ici, dans les premiers modèles qui ont été développés chez Hill et Schneider au milieu des années 2000, le cerveau de novices qui sont comparés à des experts dans différentes tâches. Et on sait que des experts ont appris à traiter le signal plutôt en arrière qu'en avant. Et donc, cette idée de mouvement, je dirais, antéro-postérieur, donc quand on est en train d'apprendre, fait en sorte qu'on est capable de déterminer des experts. Dans mon champ, ça fait très peur, les neurosciences, et peut-être que chez vous, en instaurant des approches plutôt neuroscientifiques, des gens font attention, que veut-on faire avec ça? C'est complexe. Quand c'est complexe et difficile, les gens ont certaines réticences.
On a très peur de ça parce qu'ici, par exemple, on pourrait évaluer le réel apprentissage de quelqu'un. Donc, quand on parle d'un traitement, je dirais, d'un novice qui se passe en avant versus un expert où ça se passe en arrière, on pourrait effectivement dire, bien, toi, tu as neurophysiologiquement compris, alors que toi, le scan me montre que tu n'as pas compris. Hein? Donc, cette idée de neuroévaluation et de capacité, je dirais, à intégrer, et on le voit ici à l'écran. Ces données-là sont répliquées dans d'autres champs où on a des experts qui jouent à Tetris versus des amateurs qui ont certaines difficultés. Il faut comprendre aussi dans ces données-là qu'il y a, et Olivier Houdet, qui est un grand chercheur en neurosciences de l'éducation, qui reçoit d'ailleurs, et je plug ici à HEC, mon université, tu me pardonneras, qui reçoit un doctorat honoris causa samedi. Olivier Houdet a montré aussi, puis a même remis en question la théorie de Piaget des différents stades, hein, où un enfant qui se développe, atteint jusqu'au quatrième stade, le stade formel, atteint comme ça du premier stade au deuxième puis au troisième. Olivier Houdet a montré qu'il y a comme ça différentes avancées ou reculs, hein, et que quelqu'un qui se trouve à apprendre quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau désautomatise la tâche et là, la tâche redevient devant. Il faut faire attention aussi à cette automatisation-là où, d'une manière de facto, quelqu'un qui aurait automatisé l'apprentissage d'un phénomène, bien, on se retrouve à, d'une manière presque automatique, répondre quelque chose, alors que, oups, bien, c'est une erreur. Hein. Il s'agissait d'un contre-exemple. Et dans ce cas-ci, un expert aurait été capable de ramener le signal en avant, de trouver la problématique par rapport à ça et d'avoir la performance, donc une bonne réponse. Donc, la surautomatisation. Et Houdet a montré que donc, ce sont des allers-retours en arrière, qu'on se développe des heuristiques et que des fois, des heuristiques peuvent faire en sorte de générer le fait que quelqu'un désapprenne. Et donc, on pourrait donc, selon Houdet, et c'est là où on remet en question la théorie de Piaget qui était presque linéaire, bien, il y a des nouveaux apprentissages qui vont se trouver à inhiber les anciens apprentissages et notre compréhension temporelle maintenant d'un phénomène se trouve à annuler l'apprentissage réalisé un peu par le passé et qu'il y a là comme ça une série de stades et de moments dans la vie où on apprend, on a des avancées, des reculs dans notre expertise d'un certain champ ou d'un certain phénomène. Et c'est à partir de ces données d'IARM-là qu'on a construit des théories et de la connaissance. Malheureusement, pour M. Pope, pour nous, etc., il est extrêmement peu authentique d'utiliser des IARM. On ne pourrait pas mettre un pilote d'avion dans un IARM pendant qu'il conduit son avion. Pour ceux qui ont déjà passé une IARM, l'environnement d'IARM où vous êtes dans une cage avec une espèce de petit chapeau de métal sur la tête, avec un bruit qui est extrêmement sourd, se trouve à finalement limiter nos travaux de recherche. Donc, on fait beaucoup de recherche fondamentale à partir de l'IARM, mais on se trouve aussi, et on s'est trouvé d'autres méthodologies qui nous permettent, je dirais, d'aller vers des données qui sont intéressantes et qui sont utilisables, donc ces méthodologies en contexte authentique. Et c'est un peu, je pense, la raison pour laquelle on a développé et commencé à utiliser une approche, je dirais, de l'engagement cognitif par l'électroencéphalographie, où finalement, je passe de commentaire cet indice qui était dans ma présentation et pour lequel j'ai eu une introduction extraordinaire, où finalement le ratio des ondes bêta pour alpha nous renseigne dans le temps sur des indices d'engagement, donc sur l'engagement de sujet dans une tâche ou dans diverses tâches. On a des données aussi où un autre de mes étudiants de doctorat travaille avec un jeu qui s'appelle Mechanica, qui est passé à l'émission Découverte, qui est un jeu sur l'apprentissage de la physique. Cet apprentissage de la physique-là qui est, je dirais, intuitif. On a des élèves, donc c'est utilisé au secondaire, évidemment, au primaire, je crois aussi, en 6e année, mais on a des élèves à qui on fait jouer à un jeu et sans qu'on leur donne aucun enseignement que ce soit sur la physique, on se trouve à améliorer leur apprentissage. C'est un jeu où on se trouve à devoir déplacer des objets qui propulsent un projectile et en fonction de la position des objets ou des projectiles, on doit donc allumer des étoiles dans une certaine trajectoire. Ce qui est intéressant, et ça c'est partout, je dirais, je sais qu'il y a des gens qui développent ici des jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est que dans des recherches traditionnelles, et c'est le cas aussi pour nous, hein, quand on constate l'apprentissage par un jeu vidéo ou l'apprentissage traditionnel, quand on prend une approche traditionnelle de recherche avec un pré-test et un post-test, le jeu vidéo est aussi bon que l'enseignement-apprentissage. Donc, pour certains qui développent des jeux, sont un peu déçus. Hein, ils disent, écoutez, on a travaillé, mais on ne performe pas mieux que les enseignants. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et on a publié une série de travaux là-dessus, sur le fait que l'utilisation de ces méthodes-là, souvent,
Si on n'a pas l'information à travers les données, à travers la manière de faire, bien, on n'est pas capable de bien qualifier. D'une part, les gens qui sortent de l'utilisation d'un jeu vidéo ont aimé leur expérience. Et plus tard, ils nous disent aussi qu'ils aiment plus les sciences que ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Donc, cette idée de lien avec l'intérêt, avec les attitudes qui sont développées, pour nous, sont intéressantes. Et dans une deuxième mesure, les gens qui ont joué à Mechanica, ils ont joué 7 heures, comparé à 6 semaines pour ceux qui ont étudié la physique pour les mêmes concepts pour arriver à la même performance. Ce qui fait que le fait d'utiliser des données dans la boîte noire nous permet de nous renseigner sur l'efficacité de l'enseignement-apprentissage, ce qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir accès si on avait contrôlé, je dirais, dans une recherche traditionnelle en éducation. On a ici des données où, dans le graphique qui est en haut, on voit que le gain conceptuel entre le pré-test et le post-test, donc quelqu'un qui connaissait des choses avant de jouer à Mechanica et quelqu'un qui en connaît un peu plus après avoir joué, est directement et corrélé d'une manière linéaire avec son engagement cognitif mesuré par électroencéphalographie. Donc, plus on est engagé, plus on apprend. Ce qu'on savait un peu intuitivement, mais dans la littérature de recherche, ce n'était pas clair, et en tout cas encore moins clair avec des données auto-rapportées par questionnaire. Peut-être un lien pour aller vers la conclusion de ma présentation sur la différenciation entre la charge cognitive, qui est la capacité à remplir, si on veut, cette mémoire de traitement, et l'engagement cognitif, qui est une autre métrique qui est mesurée à un autre endroit. Et on peut suivre en temps réel, je dirais, les interrelations entre la charge cognitive et l'engagement cognitif. Et c'est un peu dans les directions dans lesquelles on s'en va. Ici, un travail de Siret Galan et Beal en 2012, qui est un informaticien qui a travaillé en machine learning, qui ne connaît rien à l'éducation et qui a proposé des travaux qui sont extrêmement intéressants et même, je dirais, troublants pour certains profs, où finalement on est capable de prédire à plus de 80% de succès la performance d'un problème d'un élève en prenant les 20 premières secondes de sa résolution. Donc, on a tout le signal. Imaginons qu'on prend, les élèves devaient prendre en moyenne plus d'une minute pour réussir le problème, mais à partir des données neurophysiologiques collectées, à savoir l'électroencéphalographie et la charge cognitive, en prenant seulement les 20 premières secondes, on est capable de prédire le succès à une bonne, donc d'avoir une bonne ou une mauvaise réponse. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est capable de faire des liens entre ces données neurophysiologiques-là et la performance des élèves. Ce qu'on se rend compte aussi dans ces travaux-là, c'est que les élèves qui sont dans des états de charge cognitive très élevés et dans des états d'engagement extrêmement élevés, à plus de 88 %, ils échouent à la fin dans une réponse. Ce qui fait que l'engagement est lié à la performance, l'engagement est lié au succès ou à la production d'une bonne ou d'une mauvaise réponse. Mais cette idée aussi qui réfère peut-être, je pense, aussi au concept de flow, ou l'idée d'engager trop un élève et de le placer dans une situation de résolution de problème trop difficile fait en sorte qu'on se trouve à influencer sur l'apprentissage. Donc, dans une situation de jeu, pour des développeurs et des concepteurs de jeux, il y a la notion du jeu, évidemment, et la notion de plaisir qui est associée, mais aussi la notion d'apprentissage, et ce dosage-là, il n'est pas clair. Oui, au terme du jeu, on doit placer les élèves pour qu'ils apprennent, mais on veut aussi les placer pour qu'ils apprennent et qu'ils aient eu du plaisir. Et ce dosage-là est, à mon sens, à considérer. Je termine par ces deux dernières diapos pour ramener cette idée donc de mesure de l'apprentissage, mais aussi au niveau émotif, où on se sert des données qui proviennent, par exemple, de FaceReader. Donc, dans un protocole de collecte de données relativement simple, il serait possible, dans du développement UX, de collecter des données vidéo du visage et des données d'oculométrie pour avoir un renseignement cognitif, émotif et comportemental avec des données qui sont relativement simples d'analyse, sans entrée de données de l'EEG, mais pour vous, je pense que c'est un setup, entre guillemets, de collecte qui est extrêmement intéressant. L'idée ici, et ça vient d'un article qu'on a publié dans le Journal of Visualized Experiments, qui est un journal intéressant dans la mesure où c'est un journal vidéo. Alors, il y a un papier, mais il y a aussi un vidéo et un film qui présentent la méthode et la technique. Et pour nous, l'idée est de produire ce genre de dashboard qui peut être un peu ressemblable au dashboard qui a été développé par Naki, où on a des données en haut, donc des données comportementales, avec des traces oculaires et où regardent les gens et qu'est-ce qu'ils font. Mais en temps réel, on peut avoir un curseur qui nous montre les différentes données de valence émotionnelle et les différentes données d'engagement cognitif. Ce
qu'on constate d'une manière très simple ici, a posteriori, comme chercheur, je regarde les données, et tous les débuts de tableau produisent, dans ce qu'on observe, nous, dans nos données, tous les débuts de tableau, il y a une espèce d'anticipation de la personne qui s'attend à avoir un problème et de voir quel sera le prochain tableau. Et cette anticipation-là génère, je dirais, une certaine augmentation du arousal mesuré par activité électrodermale. Et on voit qu'on a un tableau ici, un tableau là, un tableau là. Et on peut donc, comme ça, ici, tenter de mieux comprendre. Et tout ça pour insister sur le fait que les données de réponses auto-rapportées par des questionnaires ont permis de nous renseigner aussi dans ce genre de problème-là. Le pic survient à peu près au début du problème et c'est vraiment les données auto-rapportées qui nous permettent de mieux comprendre que ces gens-là, c'est plutôt le fait qu'ils nous rapportaient qu'ils s'attendaient et qu'ils voulaient savoir quel était le nouveau problème, alors qu'on aurait pu interpréter la chose comme étant le stress du nouveau problème. Bon, bref, les données d'anticipation proviennent des données auto-rapportées et on le constate dans les données physiologiquement mesurées. Donc, en synthèse, je pense qu'il faut percevoir et mieux comprendre que les données ou la tendance vers des données neuropsychologiques permettent un enrichissement des données et non pas cette idée de les remplacer. Que l'oculométrie permet de mieux comprendre et permet de mieux comprendre le comportement. Les données cognitives et émotives permettent, à mon sens, d'orienter, je dirais, les choix des designers, cette idée de potentiellement développer des designs de jeux vidéo qui proviennent directement et qui ont été préalablement validés, je dirais, et dont les décisions des designers ont été prises à partir de ces données psychophysiologiques, et que finalement, de faire attention à cette idée de vouloir, par exemple, pour des designers, de mettre et de placer les joueurs ou les apprenants dans des situations trop complexes, trop difficiles, qui vont générer du désengagement, mais qui vont aussi amener des contre-performances éducationnelles. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a 5 minutes pour des questions. Merci beaucoup pour ta présentation, Patrick. Plaisir. Est-ce qu'on a des développeurs de... Ah, ici derrière, attends, je vais marcher. Il y a un autre micro de ce côté-là. Il n'y a pas de questions. Bonjour, très belle présentation, merci. J'ai une question concernant peut-être une autre variable et je me demande si vous avez en fait la mesurée ou pas. Ça concerne en fait la confiance en soi. Est-ce que vous l'avez pris en compte? Est-ce que vous avez vos analyses? Comment est-ce que vous avez en fait décidé si la personne est experte ou pas selon la confiance en soi? Merci. Je ne crois pas qu'il existe de mesure implicite de la confiance en soi. Pour l'instant, on doit se fier aux données, je dirais, auto-rapportées des élèves. Et c'est toujours difficile en éducation de doser le nombre de mesures qu'on prend sur la confiance. Donc, par exemple, ici, dans des problèmes de physique, on pose des questions aux élèves après chaque problème, entre chaque problème, finalement. Mais une chose qui est claire, c'est que cette variable-là, elle est extrêmement importante. C'est techniquement le sentiment d'auto-efficacité, et ça, c'est montré largement dans les recherches en éducation. Ce sentiment d'auto-efficacité-là serait le facteur principal qui prédit la réussite scolaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être qu'on voit dans certaines, et qu'on critique même les gouvernements dans certaines réformes éducatives, notamment au Québec, sur le fait qu'on ne fait presque plus doubler les élèves quand ils sont au primaire, parce que ça a un effet très grand et direct sur leur sentiment d'auto-efficacité, et que par conséquent, quand on les fait doubler, on prédit ensuite leur difficulté à l'école. Donc, ce sentiment-là est extrêmement intéressant, mais je ne connais pas de mesure implicite de ce sentiment d'auto-efficacité. Un élément peut-être pour ajouter à ta réponse. Je sais que souvent, tu mesures la certitude. Hein? Quand on regarde des choix de réponse, tu demandes... on demande à l'enfant la réponse, mais également la certitude. Le niveau de confiance, avec lequel il a. Puis c'est intéressant pour qualifier l'expertise. Donc, quelqu'un qui le sait, qui ne le sait pas, est aussi compétent que quelqu'un qui le sait et qui le sait. Et quelqu'un qui ne le sait pas, qui ne le sait pas, mais qui finalement, ça fonctionne pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est un peu, dans les travaux que vous avez réalisés ici, l'idée de cette compétence-là, et cette espèce de regard sur soi. Quand on mesure et quand on compare des performances,
Par exemple, ici, on menait une simulation qui s'appelle ERP Sim. Il y avait des équipes qui savaient qu'ils n'avaient pas très bien performé, mais ils étaient compétents parce qu'ils savaient pourquoi ils n'avaient pas bien performé. Donc, cette idée de compréhension, c'est ce qu'on appelle cette idée de sentiment d'auto-efficacité ou à la limite donc de regard sur sa performance est utile et intéressant pour qualifier, je dirais, la performance et permettre de mieux comprendre la compétence des gens qui ont réalisé cette performance. Considérant qu'on fait beaucoup des logiciels pour des opérateurs qui ont des tâches à faire qui demandent beaucoup de résolution de problèmes, est-ce qu'on peut faire une inférence de l'apprentissage et de vos recherches sur le support à la tâche dans nos logiciels, sur l'aide en ligne, sur les tutoriels pour la prise de décision? L'inférence, elle n'est pas claire. Et je ferai référence ici à l'espèce de dashboard de M. Pope où on a un pilote d'avion qui regarde finalement tout le tableau de bord en avant de lui. Quand il est en contrôle et qu'il a automatisé la tâche et qu'il n'y a pas de problème, je pense que l'utilisateur peut et va aller voir, s'il a le temps, il va fouiller, en guillemets, puis il va aller chercher des données, puis il va se développer une routine. Un utilisateur qui est en difficulté va commencer à focusser sur certaines parties. Et quand on lui présente un problème et une tâche et qu'il est en difficulté, son engagement monte, sa charge cognitive monte, et là, il y a un focus. Et dans ce cas-ci, souvent, l'élève, son focus, ça va être le problème, la figure, la réponse. Et là, j'ai eu la mauvaise réponse. Donc, la fois d'après, il y a un nouveau problème, une réponse, et j'ai eu une mauvaise réponse. Et là, à un moment donné, bien, il est en difficulté. Et en tout cas, dans les travaux qu'on a faits, on se rend compte que même si on lui présente de l'aide, c'est inutile pour lui, ce n'est plus dans son focus global. Et donc, le fait, peut-être qu'il y a lieu dans les routines de design de le forcer. Donc, en HCI, en Human Computer Interface, on est en train de développer avec un autre étudiant d'avoir des données d'apprentissage à distance où, à partir de certaines données psychophysiologiques, on pourrait arrêter tout ça. Un peu quand vous jouez à la Wii peut-être et on vous dit « ça fait 25 minutes que vous avez joué », on force une pause. Mais nous, on voudrait forcer des pauses et forcer un apprentissage et forcer peut-être des questions plus faciles, diminuer le niveau de difficulté pour ensuite retourner. L'élève prend confiance, son workload baisse, son engagement est relativement correct et ensuite, on peut continuer. Donc, c'est l'idée d'interface d'apprentissage adaptative qui serait contrôlée, un peu comme chez les pilotes d'avion, par par les données psychophysiologiques. Merci beaucoup, Patrick. Vraiment, merci de ton intervention ce matin. Merci.